Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je vous souhaite la bienvenue dans Trail Business Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du trail running. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter dédiée à l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes et des territoires. Milestone organise également chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Si je vous dis wise, à quoi pensez-vous ? En français, cela signifie sage, mais dans le monde de l'ultra trail, c'est la marque premium d'équipements à forte soutenabilité et qui est partenaire de cet épisode de Trail Business Club. Le couple de pratiquants fondateurs, Axel Nardou et Guillaume Bocas, a installé son entreprise à Annecy. Depuis 2019, Wise innove autant par ses produits que par son modèle économique vertueux. Les produits sont notamment co-développés avec la communauté grâce aux plateformes digitales. Les matières sont fabriquées par un fleuron de l'industrie française et assemblées au Portugal dans un atelier à la pointe technologique. Tout cela avec un objectif, pas de compromis technique ou environnemental. Alors, n'attendez plus pour découvrir cette marque qui relève les défis de notre époque. Rendez-vous sur le site à l'adresse wisetrailrunning.com. Je reçois aujourd'hui Cécile Bertin. Bonjour Cécile. Bonjour Fred. Donc à la fois athlète, à la fois auteur, à la fois journaliste, à la fois influenceuse. On va passer 1 heure ensemble, Cécile, pour débattre et que tu nous expliques tout ton environnement, tout le milieu dans lequel tu as baigné depuis près de 15 ans, peut-être même un peu plus. En quelques mots, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, on te connaît comme auteur, comme journaliste, mais est-ce que tu peux aussi présenter l'environnement dans lequel tu évolues aujourd'hui ? Alors le problème, c'est que justement, j'évolue dans un environnement où les gens n'arrivent plus trop à me situer, parce que tu as assez bien résumé le truc. Alors bon, athlète, on va se calmer 2 minutes quand même. Je prends des dossards et je vois des lignes d'arrivée, donc voilà. Ce sera la meilleure définition, mais en réalité, comme je suis un peu un ovni dans le milieu, si tu veux, je suis arrivée là par hasard. Je dirais bien que c'est parce qu'il y a eu de la lumière et que je suis rentrée, mais c'est un peu ça aussi. À aucun moment il y a eu une idée de carrière ou de quoi que ce soit dans ce domaine. Après, je venais de la communication, donc ce qui fait qu'aussi il y a une quinzaine d'années, donc c'est plus que ça, parce que ça fait 15 ans que je fais du trail, mais j'avais commencé à courir, on va dire il y a 17 ans, mais je faisais que de la route avant. Et en fait, c'est là que ça a commencé. J'ai tout de suite associé l'écriture à la course à pied et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à devenir journaliste parce qu'en fait, on m'a demandé d'écrire. Mais c'est vrai qu'il y a jamais eu un choix de ma part, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui. Quand tu disais influenceuse, ce qui je m'amuse à dire que j'en suis une, mais même pas vraiment, parce que je n'ai pas structuré, c'est-à-dire il n'y a pas eu un choix de ma part de me dire j'arrive, je vais construire quelque chose autour de potentiellement une carrière et je vais voir comment je peux en faire de l'argent, pour dire les choses, quoi. À aucun moment. Vraiment, le départ de tout ça, c'était la volonté de féminiser. Il y a vraiment pas d'autre terme, c'était vraiment ça. C'est que mon premier dossard, je le prends et je découvre qu'il n'y a pas de femme, quoi. Parce que je crois que vraiment, les gens réalisent pas. Il n'y a pas de femmes. Il y en avait, mais on était tellement peu. C'était dingue, quoi. Et ça, je m'y attendais pas du tout parce que j'avais pas de culture sportive. Contrairement finalement à des personnes comme toi, qui, quel que soit, même si tu viens d'autres sports ou quoi que ce soit, ont une culture sportive. Moi, j'en avais vraiment pas. Donc, à aucun moment, je me suis posé la question de savoir s'il y avait la parité ou pas. Ça me paraissait tellement... Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ce que ça a fait, c'est que mon premier dossard a été une course féminine. Spontanément, je me suis même pas posé la question. Ça m'a paru normal. Tu parles du premier dossard en trail. Non, alors le premier dossard en trail, ça a été le marathon du Mont Blanc. Et alors là, 2008, qui était le maratrail à l'époque, on disait maratrail dans mes souvenirs. Et alors là, ça a été la stupeur, parce que déjà, je suis arrivée, je m'en parlerai vraiment toute ma vie, quoi. Sur la place, sur le départ, parce qu'on prenait le départ en bas, devant l'église, quoi, comme moi je suis arrivée en jupette avec un diadème parce que c'était mon anniversaire, donc je trouvais ça drôle. J'avais mis des autocollants de princesse Disney sur mon dossard, mais tout est authentique, hein, j'ai toujours le dossard, hein.
Et je suis arrivée là, mais vraiment la bouche en cœur, il y a vraiment pas d'autre terme. Et il y avait autour de moi que des mecs total lookés Salomon, parce que c'était l'époque compression blanche. Je sais pas si tu te vois bien le truc. Et là, je me suis dit, mais il se passe un truc. Et déjà, on était très peu de femmes. Il y en avait évidemment, mais on était très peu. Et je l'ai très vite senti parce que dès le premier ravito, on avait même des encouragements. Les bénévoles nous traitaient clairement pas de la même façon qu'ils traitaient les hommes. On était chouchoutés, attendus. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même, il se passe un truc. Comment ça se fait, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors bon, j'ai quand même pas gagné voilà, hein, parce qu'on était quand même, il y avait d'autres femmes devant moi. Mais vraiment, ça a été une vraie surprise, quoi, de voir à quel point on était assez peu. Mais derrière. Il n'y a pas aussi longtemps que ça, je le donne souvent en exemple parce que je trouve que c'est quand même très très parlant. La 6000D, l'année de l'anniversaire, a fait un ultra de la 6000D. Ils avaient doublé la distance, donc il y avait au lieu d'être un 60, il y avait un 120 où on allait faire une boucle dans le parc de la Vanoise. C'était d'ailleurs le parcours était top. C'est vraiment dommage qu'ils aient arrêté de le faire. Ils l'ont fait 2 ans. Le parcours était très très beau. La première année, on était 4 femmes. Hein. Donc, je gagne dans ma catégorie, vu que de toute façon, voilà, il y avait que moi. Non, mais là, c'est là que tu te dis qu'il y avait un problème, en fait. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, on est de plus en plus, mais j'ai vraiment connu ça, quoi. T'as vraiment l'impression qu'on parle d'avant la guerre, mais pas du tout. Alors ouais, c'est une époque plutôt très récente. D'ailleurs, tu as eu un site web qui s'appelait Courir au féminin, donc ça donnait tout de suite la tendance. Aujourd'hui, tu as transformé le nom, ça s'appelle Run Fit Fun. Tu as écrit des ouvrages comme le Marathon des Sables, sur le Marathon des Sables, sur les courses au féminin. Tu es aussi une plume pour les stars, puisqu'on peut le citer, tu as collaboré avec Michel Simès. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre à la fois de cette passion du sport, dans tous les univers confondus, et être en même temps journaliste, blogueuse, tu as aussi fait un peu de télé. Est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui? Alors, je le dis toujours, et là, je suis très honnête, ça dépend ce qu'on appelle en vivre. Alors, déjà, parce que moi, j'ai un gros souci, c'est-à-dire que je suis nulle en commerce, enfin, tu vois, voilà, en business. Je n'ai jamais cherché à... Il n'y avait jamais la volonté de gagner de l'argent quand je lançais un projet. C'était le projet m'intéressait et si ça rapportait, tant mieux, mais sinon, c'était pas très grave. Donc, clairement, j'en vis à condition d'être seule, célibataire. Voilà. Il se trouve que j'ai 4 enfants, 4 chats et voilà. Donc non. S'il fallait vraiment, tu vois, c'est ça le problème, c'est tout dépend de ce qu'on appelle en vivre. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup aussi parce que on en a. D'ailleurs, on l'a évoqué à Milestone, enfin l'événement qu'il y a eu à Annecy. Et j'ai soulevé la question et Hilary, notre amie Hilary, la cascadeuse, justement, est venue m'en parler après. Le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes acceptent d'en vivre, mais chichement. C'est-à-dire te disent, mais j'ai besoin de rien, j'ai besoin d'un van, j'ai pas d'électricité, j'ai pas de machin, et j'ai pas besoin de cotiser pour ma retraite parce que oui, j'ai 20 ans. Le problème, il est là en fait. C'est que oui, je pourrais en vivre, mais pas dans les conditions dans lesquelles j'envisage ma vie. Donc pour moi, ça a toujours été un revenu supplémentaire, mais pas quelque chose qui me permet de faire face aux dépenses de deux enfants étudiants dans les études supérieures en France aujourd'hui, quoi. À un moment, faut dire les choses, quoi. Donc, mais peut-être que je pourrais en vivre beaucoup plus si j'avais cette volonté de monétiser absolument tout ce que je fais, ce que je ne fais pas aujourd'hui. Ça, je ne m'en cache pas. Tu as aussi vu le monde de la presse, le monde des médias fortement évoluer ces 15 dernières années. C'est un monde qui était plutôt très présent il y a encore 4-5 ans sur les événements, sur des présentations produits, sur des activations. Aujourd'hui, ce modèle économique a un petit peu vu terminer sa période. Tu l'analyses comment, tout ça? En fait, il y a le problème, il y a le problème d'Internet. Ça va faire la vieille. Mais il faut pas se leurrer. À un moment, la presse écrite s'est pris ça de pleine face et que
Tu peux pas demander à des gens de payer 5 ou 6 euros un magazine alors que ils trouvent exactement le même contenu gratuitement sur un site. Aujourd'hui, on a réellement cette problématique, donc il aurait fallu que la presse running fasse réellement sa révolution, ce qu'elle n'a pas fait, je pense. Étant donné que j'en fais partie, je me permets aussi de la juger. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de révolution faite. Il aurait fallu, je pense, réfléchir à un nouveau modèle qui fasse un modèle économique. Et là, aujourd'hui, ce que ça donne, je sais pas si on peut l'évoquer de façon claire, mais enfin, généralement, je suis assez directe et tout. Beaucoup de gens se plaignent parce que c'est toujours les mêmes courses dans les magazines, ce qui est une réalité. Mais pourquoi ? Parce que aujourd'hui, plus aucun magazine n'a les moyens d'envoyer quasiment son propre photographe sur un événement. Donc, ça veut dire qu'il va travailler avec du contenu photo fourni par la course, donc qui elle-même va financer un photographe sur ses fonds propres. Donc, les dossards, ça va rentrer dans le prix du dossard. Quasiment aucun magazine prend en charge les déplacements, les frais de déplacement des journalistes. Pareil, faut être quand même assez transparent là-dessus. Donc, si t'es pas invité, si on te paye pas ou l'hôtel ou voire même le trajet pour certaines fois, il y aura pas de couverture. Donc, ce qui fait que ce sont toujours les gros événements qui peuvent se permettre d'avoir une couverture. Alors bon, il y a un peu de temps en temps des petits parce que le rédac chef va fonctionner avec un communiqué de presse, avec mais c'est aussi compliqué. Et du coup, je pense que le lectorat le ressent aussi. Donc, on a en plus aujourd'hui ce besoin d'immédiateté. Enfin, moi, je le dis souvent. Je ne comprends toujours pas pourquoi on continue presque à publier les podiums sur un article qui est publié plus d'un mois après la course. On le sait qui a gagné l'UTMB, on le sait qui a gagné la Maxi Race ou les Templiers. Un mois après, c'est pas le problème. Ce n'est plus un sujet. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. La place de la presse écrite est très compliquée et c'est valable pas que dans notre domaine. De toute façon, on le sait bien. Il aurait vraiment, je pense que il aurait fallu réfléchir à un modèle où vraiment ce que tu trouves en kiosque, tu ne le trouves pas sur le web. Parce que déjà, on le sait, on ne lit pas, enfin c'est reconnu, au-delà de plus d'une minute et demie de scrollage sur un article, de toute façon, les gens décrochent. Donc, ça ne peut être des formats un peu longs d'articles de 8-10 pages, ça ne peut être que du papier. Où là, il faut que ce soit une vraie rencontre avec un athlète, il faut que ce soit un vrai sujet, quelque chose, une valeur ajoutée. Pour l'instant, c'est compliqué. Et puis derrière, il faut que la pub suive. Et la pub, c'est quoi ? C'est les marques. Et aujourd'hui, on est assez bien placé pour le savoir. Les marques, elles investissent sur aussi d'autres supports. Il y a d'autres supports qui sont arrivés, ce qui fait que le gâteau est partagé. Le gâteau, il fait donc et ça va plus sur des influenceurs, sur ce qui est pas un reproche. Je fais partie de ceux qui n'ont absolument aucun souci, par contre, avec les influenceurs. Donc ils sont là, et ils existent et ils existeront encore un sacré paquet d'années. Mais je pense que la presse devrait montrer sa valeur ajoutée, que pour l'instant elle galère un peu. Je vais me fâcher avec tous mes copains. Mais non, on le sait. Alors, tu as vécu cette transformation, on en parlait tout à l'heure. Tu as commencé à écrire dans le monde du print, du papier et de l'imprimerie. Tu es passé au blog. Aujourd'hui, tu dérives aussi et tu es parfaitement équipé parce que moi, je te vois d'un micro presque pour enregistrer un single et faire le top 50. Donc tu fais des podcasts, tu assistes aussi Alexandre Bouchex. Alors je vais l'appeler Alexandre Bouchex parce que j'aime le personnage Alexandre Bouchex. On a toujours un petit peu de mal avec Casquette Verte. Depuis quelques temps, tu fais ces assistances sur les courses. Est-ce que pour toi aussi, c'est surfer sur cette vague, sur cette nouvelle génération de ces nouveaux médias, puisque tu as poussé le vice presque jusqu'à une identification marketing très forte, à être toi aussi avec une robe verte de la couleur de sa casquette. C'est quoi en fait l'objectif de cette assistance ? C'est aussi vouloir exister sur ces nouveaux médias ? Alors là, je vais être très très honnête, absolument pas. C'est là que tu vois que justement, j'ai aucun raisonnement. Non, parce que vraiment, et ça,
je ne mens pas sur la tête de mes 4 gamins. La première assistance que j'ai faite pour lui, c'était sur l'UTMB. Je ne suivais pas Alex parce que je suis comme toi, moi je l'appelle par son vrai prénom. Je le suivais pas sur les réseaux sociaux parce que ça m'intéressait pas son contenu. Donc à aucun moment je suivais, voilà. Ça a été suite à une interview que j'ai fait avec lui pour le magazine qui m'employait à l'époque. On a discuté sur ces histoires d'assistance. On est d'accord tous les deux sur le fait qu'il ne devrait y en avoir aucune pour personne. Ce serait pour nous la plus belle égalité qui soit, c'est de revenir au trail original et de supprimer toute assistance. Mais voilà, il se trouve que il y en a. Et quand je lui ai proposé ça, justement, ça le gênait aussi. Enfin, c'était cette espèce de notion de donnant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui donne en échange, étant donné qu'il me paye pas, que Salomon me paye encore moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, je lui dis, écoute, de toute façon, c'est donnant, parce que moi, je vais écrire un article dessus. Donc, en réalité, au début, il y avait une idée de faire une création de contenu. Sachant que, pour la petite histoire, justement, je l'avais déjà fait avant pour une autre personne. Et là, c'était complètement passé, comme il n'était pas médiatisé, ce coureur, ça n'intéressait personne. Mais il y avait déjà eu, je sais plus si c'est dans Running Attitude ou Esprit Trail, je sais plus sur quel magazine c'était à l'époque, mais j'avais déjà fait un sujet sur j'ai fait l'assistance d'un coureur sur l'UTMB. Donc c'était quelque chose qui n'était pas nouveau pour moi. Par contre, ce qui a été nouveau, et alors là, vraiment, je ne mesurais pas du tout le tsunami que je me suis pris derrière du taux d'engagement d'Alexandre, parce qu'on va utiliser les termes professionnels. Il a un taux d'engagement de fou furieux, qui est une réalité. Et donc, je me suis pris, j'ai dû couper mon téléphone parce que d'habitude, moi qui réponds aux messages sur Instagram, c'est absolument pas possible. Enfin, j'en ai reçu. Je ne parle même pas du nombre de followers qui me sont tombés dessus et tout. Et ça a été la vraie surprise. Par contre, je mesurais pas du tout le truc. Et puis, ce que je ne mesurais pas non plus, et ça c'est à titre perso, il se trouve que donc j'ai quand même fait pas mal d'ultra, mais aujourd'hui, ma santé fait que je ne peux plus en faire. Et j'avais un peu de mal à renoncer. C'est pas simple de renoncer à quelque chose qui a été ta vie pendant quelques années. Et je retrouvais avec ces assistants, je retrouve un peu cette émotion, ce stress, ce machin. Ça me permet de garder encore un petit pied là-dedans le temps de... En sachant que je ne fais pas des assistances que pour lui. C'est juste que les autres, elles elles intéressent personne. Si tu veux, c'est terrible, mais je continue à en faire aussi pour d'autres parce que j'adore ça. Et c'est venu comme ça. Et au fur et à mesure, la casquette, parce que pendant on en parle, la casquette, en fait, c'est parce que il avait la trouille de ne pas me voir à Courmayeur. En fait, de pas me repérer parce que il avait en tête d'arriver et que tu vois, le Courmayeur serait plein. Donc il s'est dit au moins si t'as une casquette, la même, je te repérerai. Tu parles, il est arrivé, on était 5. Comment tu peux me louper si tu veux? Mais bon, c'est resté la blague. Et la robe verte, c'est Instagram qui me l'a proposé. J'ai trouvé ça tellement drôle un jour dans mon fil de pub et j'ai dit non mais attends, elle coûtait rien donc je l'ai acheté. Et c'est devenu, le problème, en fait, c'est devenu une signature, ça amuse les gens. Mais en sachant que la nuit, je mets quand même une vraie doudoune parce qu'il caille. Et voilà, quoi. Non, c'est devenu une blague derrière. Mais bon, voilà, il a plus du tout besoin. Mais si je l'ai pas, en fait, les gens sont presque déçus aujourd'hui, quoi. C'est devenu, en sachant que je ne fais pas toutes ces assistances aussi. Je tiens à le préciser quand même. Au Chili, c'est Charlotte, sa compagne, qui a fait son assistance. Voilà, c'était à Hong Kong aussi d'ailleurs, Charlotte y était. Donc je ne fais pas toutes ces assistances non plus. Hein. Après, je vais te taquiner un peu, mais c'est vrai que s'il t'avait pas vu à Courmayeur, il aurait pu t'entendre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. J'ai une boîte poissonnière, ma mère me dit toujours. Non, mais ouais, non, mais c'est tout à fait vrai. Non, mais c'était drôle, c'était vraiment, c'était marrant de le voir parce que ce qui s'est passé au premier UTMB ensemble, je pense que ni lui ni moi ne l'avions prévu. Qu'Alexandre fasse un top 20, à ce moment-là, il y pensait pas non plus, je pense. Enfin, il faudrait qu'on en discute avec lui, mais je vois pas. On n'était pas du tout parti sur ces bases-là. D'abord parce que on a des temps de passage. Enfin, c'est très organisé, contrairement à ce qu'on pourrait quelquefois imaginer, où il donnait un peu une image un peu peut-être un peu brouillonne, un peu à la one again et tout. Pas du tout, c'était très organisé. Et bon, on avait les temps de passage prévus et tout, quoi. Ce qu'il avait prévu de faire. Et puis, bon, il a explosé ses temps de passage. Et comme il vient de me le faire au Japon, d'ailleurs, ce qui a été pas simple. Parce que quand le système de suivi fonctionne mal et que ton coureur ne fait pas du tout les horaires prévus, c'est pas évident à gérer.
Mais enfin, c'est dans le bon sens. Hein. Enfin voilà, c'est devenu une association qui, je pense, amuse les gens aussi. Et moi, ça me permet de garder un pied, voilà, dans l'ultra, dans le monde de l'ultra. Mais j'ai bien en tête et j'espère bien continuer à en faire pour d'autres coureurs aussi, quoi. Parce qu'il y a vraiment, il y a une émotion, il y a un truc qui se passe quand tu fais l'assistance quand même, quoi. L'appel est lancé, hein. S'il y en a qui cherchent, ils peuvent s'offrir les services de Cécile Bertin qui a l'expérience. Mais je vais finir par faire payer, par contre. Parce que l'humanitaire, ça va 2 minutes. Bah tiens, si on parle business, pour le coup, je reste quand même assez persuadée que sur les très grosses courses, il y a un truc à faire. Parce que je suis persuadée que y a des gens qui seraient prêts, quand tu vois ce que représente un budget, on va toujours en revenir à l'UTMB parce que ça reste une course de référence, mais je te dirais bien qu'on peut... alors la diagonale, comme les assistants sont plus compliqués, c'est justement plus compliqué à faire. Mais je me dis que quelqu'un, enfin sur une western, une hard rock, quand tu as des budgets qui entraînent de déplacements, d'investissements financiers et tout, t'assurer une assistance, tu serais prêt à la payer, je pense. Et je suis convaincue qu'il y a un budget, enfin il y a un business à faire là-dessus. Il y en a qui ont réfléchi depuis et qui le font. Hein. Tu parles de la Réunion. Fabrice Payette, alias DAF, s'il nous écoute, organise ça avec ses étudiants parce qu'il y a cette difficulté à mettre en place. Oui, voilà. Mais tu vois, aujourd'hui, est-ce que dans ce monde qui bouge, où il faut à la fois être visible avant la course, après la course et même maintenant pendant la course, on voit une surenchère de présence de personnes autour des ravitaillements, autour des coureurs, à la fois pour faire des assistances au millimètre, parce qu'on sait qu'une course peut se jouer aussi sur l'assistance, mais aussi sur de la production de contenu. Et moi, j'ai assisté l'autre jour sur une course à des vrais problèmes, puisque il y avait presque 4-5 drones qui tournaient en même temps, juste pour faire de la production de contenu pour ces athlètes. Est-ce que toi, tu crois que c'est un milieu qui va devenir presque hostile à terme pour le suivi des coureurs? Ah ça, moi je sais pas comment ils font. Enfin, je sais, pour moi la dernière image que j'ai en tête, c'est François Daen à la Diag qui finit par demander à ce qu'on le laisse respirer. Mais je sais même pas comment ils font. Je suis ravie de pas être une coureuse élite, hein, parce que franchement, moi aujourd'hui courir dans les conditions dans lesquelles il court, avec, comme tu le dis, des drones autour. Le type à VTT devant, le type à VTT derrière qui te filme, qui machin. Mais c'est un enfer. Enfin, comment tu fais pour tenir? Normalement, t'es censé faire du trail aussi pour le côté un peu nature et tout. Là, c'est complètement dénaturé. Tu arrives à ton ravitaillement où t'essayes d'être à peu près tranquille. T'as 15 caméras, 3 mecs avec leur téléphone, leur machin et tout. C'est vrai que c'est quand même un enfer. Enfin, moi j'essaye un minimum toujours de respecter, enfin quand on peut. On filme Alex au début, alors c'est très drôle parce que en fait la première fois on a filmé pas du tout dans l'idée de partager, c'était pas ça, c'était parce que pour essayer d'analyser derrière en fait aussi ce côté qu'est-ce qu'on a fait comme erreur, qu'est-ce qu'on peut corriger, comme on fait comme un triathlète s'entraîne pour les transitions en réalité pour gagner du temps. Donc il y avait plus cette idée là. Et puis finalement, ça a été mis en ligne. Ça a eu aussi un avantage, je pense, c'est que ça a permis à pas mal de personnes de voir que il y a des moments où il est vraiment dans le mal, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que les mecs survolent pendant 170 bornes, le sourire aux lèvres et tout, alors que non, tous à des moments ça souffre machin. Donc c'est vrai que ça rend le truc un peu plus humain. Donc je peux comprendre, si tu veux, cette volonté de partage, les gens ont envie de voir et tout. Et d'un autre côté, c'est infernal. Enfin, c'est vrai que là, au Japon, les premiers avaient quasiment toujours une caméra, mais c'était les 3 premiers. Courtenay, évidemment, avait une caméraman. C'était une femme qui filmait, je pense, pour eux. Et c'est tout. Moi, j'ai justement filmé un peu Courtenay, mais j'étais en retrait, donc j'ai agrandi, mais je me suis absolument pas rapprochée, alors que sur le principe, il y avait, contrairement à un UTMB, on pouvait vraiment, j'aurais pu me coller, au mari de Courtenay pour filmer, ce que je n'ai pas fait. Mais c'est très très problématique aujourd'hui, parce qu'on est en train de déshumaniser le truc. Enfin, moi, je sais, franchement, je les plains. Je les plains vraiment. Même
tu vois, enfin, Alexandre le dit, il en parlait aujourd'hui. Bon, t'as le côté rigolo quand t'as les genoux dans le gif qui font une OP à un spot et qui font un événement dans l'événement, c'est rigolo. Mais te dire que tu vas vivre ça sur des kilomètres avec des gens qui te suivent partout, à vouloir t'encourager, à vouloir leur selfie avec Kylian, avec François et tout. Voilà, mon Dieu. C'est cool d'être dans la masse. Hein. Est-ce que justement, c'est pas non plus ce qui fait le charme de cette discipline que tu as vu grandir, que tu as vu évoluer et qui est là en train de se muter? C'est presque même plus une mutation en ce moment. Mais est-ce que c'est pas ça justement qui fait le charme de pouvoir à un moment courir et filmer Mathieu Blanchard, Kylian, Courtenay, plutôt que sur le Tour de France, sur d'autres disciplines, on peut pas jouer contre Raphaël Nadal à Roland-Garros. Ouais. Et alors que là, on peut courir 3 minutes avec François Den. Ouais, mais je sais pas. Bon, après, c'est peut-être aussi parce que c'est ma vision, en fait. Comme j'ai jamais été fan de sport, si tu veux. Jamais. Enfin, voilà, les personnes qui m'inspirent, ça n'a jamais été des sportifs. Donc, c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai un regard différent. J'avoue que ça m'intéresserait pas du tout, quoi. C'est qui, justement, les personnes qui t'inspirent? Ah bah moi c'est rien de voir dans le domaine, hein, donc jamais dans la course à pied. Non, moi c'est vraiment complètement. J'ai jamais été inspirée, non, par des sportifs ou quoi que ce soit. Enfin et c'est toujours pas le cas. C'est terrible à dire, hein, c'est pas ça. Je trouve ça chouette, intéressant et tout, mais pas la notion d'inspiration pour moi elle est quand même très forte. Et c'est plus. Je suis plus impressionnée par un Renaud Capuçon dans la musique classique, si tu veux, que par un Kylian Jornet. Bon, comme ça, c'est bien. Je vais me griller dans mon univers. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Pour moi, ça reste du sport, voilà. Et c'est chouette, c'est tout ce qu'on veut, mais ça reste du sport. C'est un truc secondaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc secondaire. Tu parlais juste un petit peu avant t'as employé le mot vision. Justement, c'est un terme intéressant par rapport à ta pratique, à ton recul, à ton regard. J'ai pour mémoire qu'en 1967, la première femme terminait le marathon de Boston, il me semble, et c'est juste en 1981 que les femmes font leur apparition aux Jeux Olympiques dans le monde de l'athlétisme. Elles étaient autorisées avant à ne courir que 800 mètres. On considérait que c'était pas pour elles, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment récent, hein, ça fait tout juste 43 ans. Tu disais au début de ce podcast que tu avais aussi pris des dossards, tu t'étais mis à courir pour montrer aux autres que c'était possible. Tu as le sentiment que t'es parvenu à débloquer des verrous par endroits? Alors, ce qui est sûr, et là c'est, il y a aucune prétention dans ce que je vais dire. Mais j'ai quasiment toutes les semaines un message d'une femme qui m'envoie via mes réseaux sociaux et tout pour me dire que voilà, elle a pris son premier dossard et que c'est grâce à moi. Donc ça, je suis vraiment contente en fait d'avoir fait cette démarche parce qu'il y avait vraiment aucune volonté de ma part au départ de me mettre en avant moi. Il n'y a pas du tout eu cette envie-là. C'était pas ça du tout le but du truc, c'est vraiment Bon, je vais raconter une petite histoire parce que elle est vraiment importante. Quand je commence à courir, je suis femme au foyer. Je m'en cache pas, je suis mère de famille nombreuse. J'ai catho-bretonne, hein, donc 4 enfants, voilà. Et donc quand je me suis mise à courir, donc je découvre qu'il n'y a pas de femmes et il se trouve que tout de suite, moi j'ai écrit en fait, comme je ne sais faire que ça, donc j'ai tout de suite écrit mon premier marathon. Et à l'époque, donc il y avait pas les blogs n'existaient pas, on avait que des forums, donc c'était vraiment au tout début. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Enfin, j'ai vraiment vu Facebook arriver, quoi. Et très vite, j'ai eu des messages, et pas en commentaire, hein, des messages directs de nanas qui m'écrivaient en me disant « Oh là là, mon Dieu, mais comment t'as osé prendre ton premier dossard? Je rêve de courir un marathon, mais j'ose pas. » Et là, derrière, généralement, je grattais, tu vois, je disais « Mais t'oses pas, pourquoi machin ?» Et j'avais toujours les mêmes réponses. Qui étaient mon coach m'a dit que j'en étais pas capable, mon mari m'a dit que j'en étais pas capable. Enfin,
ça ramenait quand même très souvent à l'homme. Faut pas se mentir, c'est une réalité. Donc, je dis bon, d'accord. Moi, j'étais un peu étonnée parce que à la maison, moi, mon mari m'a dit fais juste attention à toi. Si ça va pas, t'arrêtes. Enfin, mais à aucun moment il m'a dit mon Dieu, t'en es pas capable ou machin. Enfin, bon, il m'a laissé faire. Donc c'est vrai que j'étais un peu étonnée qu'on en soit encore là parce que je parle donc pas d'avant la Seconde Guerre mondiale où on n'avait pas le droit de vote quand même. Donc quelque chose de finalement relativement récent. Et avec une des nanas, je gratte un peu plus la conversation. Et je découvre que donc c'est son mari qui lui a dit qu'elle en était pas capable, alors qu'elle-même est avocate internationale. Et là, je me dis, mais bon sang, si une nana qui est avocate internationale, donc qui assure au niveau boulot, qui gagne excessivement bien sa vie, et tout, on est encore à attendre l'autorisation de son mec pour aller prendre un dossard, mais ça veut dire que, tu vois, des nanas comme moi qui sont au foyer et donc dépendantes financièrement d'un homme, puisque là, pour le coup, je l'étais réellement, mais enfin, on va jamais s'en sortir, on va pas sortir du sable, quoi. Faut un moment, il faut que ça bouge, quoi. Et finalement, c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis dit, non, mais je m'énervais toute seule. Je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je me suis rendu, donc j'en ai déduit que puisque à raconter mon histoire, des filles avaient dit, tiens, si en gros Cécile y arrive, je vais y arriver moi aussi, avec justement ces 4 gosses et machin. Je vais bien réussir à au moins prendre un dossard pour un 10 bornes. Et c'est comme ça que c'est né, si tu veux, de se dire, il faut montrer l'exemple. Et Catherine Switzer, avec qui j'ai discuté, elle était sur ce même principe. Elle est devenue une image, une icône, parce que pas forcément parce qu'elle avait envie d'être une icône. C'est venu au début d'un acte perso vraiment, et quand elle a vu les réactions derrière, elle s'est dit il faut que j'en fasse quelque chose aujourd'hui. Donc je dis toujours en rigolant, finalement ouais, j'étais la première vraie influenceuse running en France parce que c'est vrai qu'il y avait personne en fait. C'est aussi ça qui a enclenché, puisque du coup, ça a fait des articles dans la presse féminine et ça a engendré tout le reste derrière, en effet de boule de neige. Mais c'est quand même dingue. Et moi, ce qui m'affole vraiment, c'est qu'aujourd'hui, quand je m'amuse à relancer des sondages sur mes réseaux sociaux ou alors sur des groupes féminins, Facebook et tout, en leur demandant mais pourquoi vous et tu te retrouves quand même encore beaucoup avec les mêmes remarques, quoi. Les mêmes j'ose pas, j'ai peur de ce qu'on va penser, j'ai peur de finir dernière. Ouais, enfin, de toute façon, il n'y a pas de femme, c'est un dernier. Hein. Donc, ouais. Non, il y a encore du boulot. Hein. Alors, Catherine Switzer, c'est cette femme dont on parlait tout à l'heure, qui a été la première à terminer le marathon de Boston en 67, donc il y a juste 57 ans, donc c'est vraiment récent. Et justement, alors dans ces évolutions que tu as pu connaître et ces non-évolutions, tu retiendrais quoi? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a fait vraiment qu'aujourd'hui, les femmes sont peut-être un peu plus libérées pour aller courir? Et qu'est-ce que tu as vu qui n'a pas changé et qui reste toujours ancré dans les mentalités ou dans l'idée de ne pas aller accomplir un rêve? Alors ça, il y a aucun doute. Aujourd'hui, les femmes arrivent sur le monde de la course à pied. Ça, à un moment, il faut quand même arrêter de dire le contraire, c'est pas vrai. On est un peu trop limité sur les petites distances, en sachant que j'inclus les semi-marathons, donc qui reste quand même une distance tout à fait honorable, hein, on est bien d'accord. Donc là, jusqu'au semi en France, hein, je parle uniquement en France, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais en France, jusqu'au semi, les trails de 20 bornes, on est quasi à la parité aujourd'hui, donc ce qui est quand même pas mal. Le problème, c'est que dès qu'on augmente en distance, si tu veux, donc le marathon de Paris galère encore à 28% de femmes. On était à 25 il y a quelques années, tu vois, alors avant Covid. On va parler avant et après Covid, comme souvent maintenant. Donc ça, je trouve que ça ne va pas. Je pensais vraiment que ça irait plus vite, en réalité. Donc aujourd'hui, ça augmente. Il n'y a pas de doute. Il y a de plus en plus de femmes, mais très honnêtement, il y a 15 ans, je pensais pas qu'on en serait encore là aujourd'hui. Je pensais vraiment que ce pourcentage-là, ça irait plus vite. Il y a de plus en plus de femmes, il n'y a pas de doute. Mais je trouve qu'on n'est encore pas assez visible sur les longues distances. Et c'est très regrettable. Alors, il y a des exceptions. Il y a des espèces d'ovnis dans cet univers-là parce que t'as le half marathon des sables, les half qui arrivent à une parité quasi complète sur les courses. Donc, c'est top. Mais enfin, ça reste une cible quand même qui est une micro-niche à Chihuahua quand tu veux. Hein, voilà. Donc non, il y a des progrès, mais il y a encore
trop. Les femmes courent mais ne prennent pas de dossard en fait. La problématique elle est là et surtout parce qu'en fait les femmes courent. On y reviendra un peu plus tard sur ces problématiques parce que tu as parlé tout à l'heure de Milestone Connect. Mais ça fera partie du dernier chapitre de ce podcast. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les femmes puissent... Alors, c'est pareil, hein, je commence à dériver, mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit vraiment associer une vraie parité homme-femme? On entend souvent dire qu'il faut que les primes de course soient les mêmes. Alors ça, tout à fait d'accord. Aujourd'hui, quand on travaille dans le privé, on a la même rémunération, ou en tout cas, ça tend de plus en plus à ce que les femmes, et ce qui est tout à fait normal, aient la même rémunération que les hommes. Aujourd'hui, il y a des primes de course. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on doit avoir la même prime de course quand on est une femme et qu'on termine 10e d'une course, ou est-ce que on doit, ou pas, est-ce qu'on doit l'associer à la place dans le classement ou à la performance? Ça aussi, c'est aujourd'hui des débats qui sont lancés, pas trop publiquement, mais est-ce qu'on pousse la parité à aller juste sur la place ou est-ce qu'on la pousse à la performance? C'est réellement une problématique. Alors, même moi qui suis une femme, j'avoue que c'est vrai que c'est compliqué. Parce que justement, du fait qu'on soit très peu, ce que ça peut engendrer sur certaines courses, c'est que qu'une femme va toucher, en gros, peut toucher une prime alors que elle est au niveau du classement général à des années-lumière, du 3e homme par exemple ou du 10e. Alors en parlant encore plus si tu pars sur des courses où tu as du top 10. Oui, tu peux te retrouver avec le 10e homme qui est à 30 minutes du premier, alors que la 10e femme va être à 7 ou 8 heures de la première femme. Enfin, si on part, donc là, on est quasiment plus sur la même course, surtout. Donc, je peux tout à fait entendre que cette notion de performance peut être aussi intéressante. Le problème aujourd'hui, c'est que tant qu'on sera pas assez de femmes, tu vois, faudrait qu'il y ait cette notion de performance. Pour moi, ne pourrait rentrer en compte que si vraiment il y avait plus de femmes qui arrivent. Là, le problème, c'est qu'il faut qu'on encourage. Il faut que les organisateurs fassent passer le message. Vous êtes les bienvenus, les filles. On vous attend. Venez. D'abord parce que c'est un marché qu'il faut aller chercher aussi, je pense. Donc, ce serait compliqué de balancer ça maintenant. On n'est pas assez, c'est pas assez solide encore le marché féminin pour se permettre ce genre de discussion. Mais elle est réelle. Et je l'entends tout à fait. Puisque, je veux dire, c'est vrai que moi, je le dis souvent en rigolant et j'ai fait des podiums, si tu veux. Donc, j'ai quand même, justement, bien une notion je suis pas une athlète de haut niveau, mais sur certaines courses, justement, celle que je t'évoquais, l'ultra de la 6000D, j'ai fait podium dans ma catégorie d'âge, j'étais la première, donc j'ai eu, alors il y avait pas d'argent, donc, voilà, mais ça m'aurait presque posé un problème. Tu vois, si jamais il y avait une histoire j'aurais trouvé ça drôle. Mais si j'avais pris une prime alors que je finis avant-dernière de la course, en réalité, c'est quand même problématique, quoi. Quelque part. Donc, c'est un vrai sujet, mais je pense que là, on n'est pas encore assez mûr pour l'aborder. Mais j'espère qu'on l'abordera un jour, parce que ça voudra dire qu'on est nombreuses. Alors, est-ce que c'est aussi ce qui fait le charme de la discipline et ce qui enlève quelques barrières de pouvoir se dire à un moment, je vais faire une course, quel que soit mon niveau, finalement, je vais peut-être gagner une prime, je vais avoir un lot, même si je suis 10e et que je termine, comme tu le disais, à 6 ou 7 heures. Un état d'esprit, le fameux esprit trail dont on n'a jamais défini, cette espèce de nébuleuse qu'on connaît pas. Mais en tout cas, est-ce que c'est ce qui fait aussi le charme de la discipline qu'on retrouve pas dans d'autres sports où il y a forcément des classifications. En vélo, on peut pas aller courir une course internationale si on n'a pas le niveau. Aujourd'hui, on peut complètement, tu le dis, tu termines 4e femme, mais tu gagnes dans ta catégorie, mais finalement, c'est ce qu'on regarde et on va pas te juger parce que tu seras 10 heures plus tard. Ouais, bon, après, d'un autre côté, on te juge quand même, hein, mais ça c'est la théorie, mais ouais, je sais pas. Après, moi, j'ai jamais été intéressée par ça, donc j'ai jamais fait ce sport avec une notion heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais été sacrément déçue, une notion de performance et tout, donc
bon, j'avoue que pour moi, en tous les cas, ça relevait de l'amusement, cette situation, plus que plus de la fierté ou de quoi que ce soit. Ça m'amuse énormément. J'ai que 2 ou 3 fois dans ma carrière, et je mets ça entre guillemets de coureuse, vraiment cherché à accrocher une place, et je me suis vraiment battue pour un truc, et bon, mais c'est assez rare chez moi. J'ai pas cette notion. Je sais pas si est-ce que ça relève vraiment de l'esprit trail. Enfin, d'abord parce qu'on sait même pas ce que c'est que l'esprit trail. Et justement, si tu parles de ça, si vraiment on devait aller au bout de cette notion, on devrait même plus y avoir de trucs. J'avoue que j'ai un peu de mal avec ces histoires de podium à rallonge, moi. Pour moi, il devrait y avoir les 3 premiers, point barre. Puis ça va pas plus loin. J'irai même pas. Non, mais sérieusement, moi, comme je suis nulle en sport, il y a beaucoup de sports comme ça où on y va dans la catégorie d'âge. Je veux dire, Roland-Garros, on a les 2 premiers, puis point barre, tu vois. On récompense pas aussi le premier senior, le premier vétéran. Il y a pas en foot non plus. Enfin, dans les sports principaux. Ça dépend. En vélo, on va régulièrement jusqu'au top 20 sur des courses, oui. Mais c'est des primes de course. On est sur de la prime de course. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une confrontation homme-femme, c'est-à-dire que les hommes se disputent des courses entre eux et les femmes disputent des courses entre eux. C'est aussi une des caractéristiques de ce sport qui peut aussi amener peut-être des femmes à le pratiquer, c'est qu'il n'y a plus non plus cette notion de on est dans notre clan d'un côté, même si on sait très bien qu'il y a des courses féminines qui sont souvent aussi pour des causes. Oui. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Humanitaires ou médicales. Mais oui, je sais que tu as ton avis là-dessus, mais est-ce que c'est aussi le charme de pouvoir à la fois courir avec tous les niveaux dans une course, mais aussi tous les sexes? Ouais, non, mais je sais pas. Enfin, moi, tu vois, je suis plutôt dans l'école de, on arrête tout ça, on fait juste les 3 premiers, et on fait payer les dossards moins cher. Et on donne pas des sous aux gens. Voilà, c'est bon. Économie d'échelle. Non, mais après, je comprends. Enfin, je le vois parce qu'autour de moi, j'ai plein de copines. Elles sont super contentes quand elles sont podium en M4, M5. Elles trouvent ça top et tout. Donc, voilà. Je suis ravie pour elles parce que si elles sont heureuses, c'est le principal, quoi. Mais est-ce que ça joue de l'esprit trail? Alors là, j'avoue que je suis pas capable de répondre. Alors, on va passer à notre dernière partie de ce podcast. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'être un modèle? Alors, on entend souvent des mots, modèle. Est-ce que tu te considères comme inspirante pour d'autres femmes, ou est-ce que tu es juste une précurseuse d'un mouvement que tu n'as pas voulu initier? Tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce qu'à la fin, tu te retrouves quand même peut-être un petit peu comme une personnalité du monde du trail qui a permis à de nombreuses femmes de franchir le cap? T'as ce sentiment-là aujourd'hui? Bah, qu'on le veuille ou non, oui. Enfin, entre guillemets, j'ai pas le choix parce que, enfin, si j'en crois ce que je reçois, c'est une réalité, quoi. Et c'est top. C'était pas voulu, c'était pas du tout mon ambition. Il y avait pas du tout l'ambition de me mettre en avant. D'abord parce que sinon j'aurais mis mon nom sur le premier site que j'ai créé, tu vois, des choses comme ça. Aujourd'hui encore, ça c'est cool parce que ça m'arrive aussi de croiser des personnes qui me disent qu'elles ont commencé à courir grâce à un site. Elles sont capables de me donner le nom du site, mais elles n'avaient pas forcément percuté qu'il y avait une personne derrière, donc ils n'ont pas forcément retenu mon nom. Donc pour moi c'est le principal. Non, je pense que oui, il y a eu une génération, en tous les cas, clairement, que ce soit le site, les livres qui sont sortis et tout, qui ont été inspirés par mon histoire et tout, parce que le problème, c'est que je pense que c'est aussi dû à la mentalité féminine, qu'on le veuille ou non. Les femmes ont besoin souvent d'être inspirées par des personnes qui leur ressemblent un peu. Alors qu'un homme, pas forcément. C'est bête, j'ai l'impression de tomber dans la caricature, mais c'est une réalité. Je l'entends très souvent, et moi la première. Une Courtenay m'impressionne énormément parce que ça reste une coureuse absolument exceptionnelle. Mais d'où je peux m'identifier à une femme qui finalement ne consacre sa vie qu'à l'entraînement.
elle a pas de famille, elle a pas, voilà. Donc, je serais plus impressionnée aujourd'hui par une Jasmine, pas parce que elle a fini la première femme à finir la Barclay, c'est super et tout, mais c'est aussi parce que elle a 2 enfants, elle a un métier que j'imagine elle gère pas à temps plein non plus, mais tu vois, enfin elle a une vie et tout, elle ressemble plus à mon quotidien que une Courtenay. Et je pense que beaucoup de femmes, du coup, ça les a rassurées. Et d'ailleurs, c'était l'argument, c'était vraiment toujours, si une nana comme elle y arrive, je devrais y arriver. Donc, si tu veux, c'était, voilà. Les gens ont vite compris que j'avais pas de facilité non plus, que en soi, j'ai pas de facilité physique, j'ai pas ça, il y a pas de mystère là-dessus. Je n'ai pas non plus justement envisagé la course à pied en esprit de compétition, donc dans l'idée de gagner des choses. Je l'envisageais comme un truc en plus. Et c'est ça qui a inspiré. Donc ouais, je pense que à un moment il faut que je l'accepte. Après, j'ai vraiment aujourd'hui un peu un regret, c'est que j'ai pas su prendre la vague d'Instagram et tout, parce que je suis complètement passée à côté. Alors vraiment complètement, quoi. Même à la rigueur, les blogs, hein. Finalement, moi, j'ai lancé d'abord un site communautaire, j'ai pas lancé un blog perso, quoi. Là, aujourd'hui, je me recentre un peu, mon site est redevenu un blog perso, voilà. Mais je suis passée complètement à côté, parce que j'étais pas... C'est un peu dommage, je le regrette. Vraiment, parce que je pense qu'il y aurait eu quelque chose à faire aussi, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est un des reproches que je peux faire justement, et donc à ce monde-là de l'influence et donc indirectement aux marques, c'est que elles investissent énormément dans des jeunes, dans une population pareil, avec laquelle moi je peux pas m'identifier. Enfin, elles sont super, elles sont formidables, elles sont tout ce que tu veux, mais enfin, je peux pas m'identifier moi à une nana de 25 ans. Donc, je trouve ça dommage qu'on mette de côté complètement cette partie-là de la population, en sachant qu'il y a beaucoup de femmes, justement, on va dire de ma génération, qui courent parce que la course à pied reste un des sports les plus simples à faire quand t'as justement des gamins et tout. Quand on avait lancé un fois une sondage sur courir au féminin, c'était de la folie. On avait un nombre de mères de familles nombreuses, mais tu te disais c'est pas possible, quoi. Il y a un truc, c'est la CAF à partir de 3 enfants qui t'envoie une paire de baskets gratuite ou je sais pas quoi. Enfin, c'était parce qu'en fait, elles disaient toutes, va me trouver un sport que je peux faire. J'ai besoin d'aller me défouler. C'était ça ou le Xanax. On disait toujours en rigolant, c'est ça ou le Xanax. Donc c'était un. Donc il y a et ça aujourd'hui, t'as pas de marque vraiment en tous les cas, ou alors je les ai vraiment loupés, qui justement investissent sur des femmes qui ont qui vont avoir à gérer des enfants, qui vont avoir à gérer, je dis en rigolant, une ménopause, mais c'est une réalité et tout. Je trouve ça dommage. Parce que surtout, les marques oublient juste un truc, c'est que on a de l'argent. Je reprendrai l'expression de Florence Foresti, que je trouve très juste, mais à 50 ans, tu fais une crise d'ado avec une carte bleue. J'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les marques, du coup, n'investissent pas dans ce milieu-là, parce que une nana de 20 ans étudiante, je ne sais pas si elle a réellement les moyens de foutre 800 balles dans un GPS, alors qu'une cadre sup à 45 ans, elle les a. Hein. Donc c'est un peu dommage. Voilà, c'était une digression commerciale un peu, tu sais, professionnelle, mais non, mais c'est vrai, c'est un truc que je trouve dommage aujourd'hui, qu'on ait un peu négligé. Ah, le message va passer probablement. Blague à part, aux US, ils ont commencé, justement. Aux États-Unis, et comme ils sont souvent un peu en avance sur nous, aux États-Unis, tu commences à avoir vraiment, justement, ils sont pas idiots, quoi. La génération et tout, ils commencent à mettre en avant. Il faut s'amuser à aller regarder le profil des nanas qui ont été dans le projet Lululemon avec Camille Héron, qui ont couru 6 jours et tout. Il faut aller voir le profil des filles, des femmes qui ont été choisies. Voilà, je pense ça commence un peu au niveau des anglo-saxons. C'est pas encore vraiment en France. Bon, ça va peut-être venir, hein. Ouais, il y a quelque chose à faire à mon avis. Alors, t'as une exposition médiatique quand même assez forte. T'es sur un podcast, t'es sur les réseaux sociaux, même si tu dis j'ai peut-être pas pris le bon virage au bon moment, je sais peut-être pas bien faire. En tout cas, on te voit aujourd'hui, t'es visible, les gens te reconnaissent, les femmes te connaissent.
Est-ce que tu as participé aussi à Milestone Connect il y a un peu plus d'un mois à Annecy, sur des thématiques assez fortes, sur la participation des femmes dans le sport, sur la parité, sur les initiatives pour développer le trail. Et je me souviens d'un terme fort que tu as utilisé, c'est les organisateurs souvent masculins, parce que moi je connais très peu de femmes qui organisent des courses. Je citerai une qui me vient en premier, c'est Odile Baudrier, bien sûr, mais les hommes te répondent on savait pas, et tu as émis un certain nombre de recommandations toutes simples, hein, sur les courses qu'on peut reprendre là, parce que des gens n'ont sans doute pas eu les échos, mais des recommandations toutes simples. Est-ce que tu peux nous les citer, et est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as eu des retours suite à ça? Oui, alors en fait, c'est des choses toutes simples qui sont des remontées aussi de terrain. Dans les sondages que je lançais sur les réseaux sociaux et tout pour leur demander pourquoi ils n'y allaient pas, il y avait très régulièrement le problème de la gestion des règles. Alors que, n'étant plus vraiment concernée. Non, mais blague à part, c'était un vrai sujet. Et surtout, ça l'a été pour moi aussi, parce que je le dis souvent en rigolant, mais c'est une réalité. Ma première course en autonomie alimentaire type marathon des sables, quand tu te retrouves à peser une semaine de protection périodique, et là tu te dis ça fait son poids, et il y a une injustice totale parce que l'homme qui est à côté de moi dans la tente, par la force des choses, il va jamais avoir à porter ça dans son sac. Et même si c'est insignifiant, même si c'est, on va dire, 300 grammes, c'est 300 grammes de noix de cajou, donc tant de calories que moi je vais pas avoir et que lui va avoir. Donc il y avait ce côté-là et je suis allée voir un organisateur en lui expliquant ma problématique, en lui disant mais c'est une injustice. Et l'organisateur m'a tout de suite dit mais attends, mais évidemment tu les confies au doc, tu prendras ce que tu as besoin tous les jours. Il a fait une annonce sur le camp derrière pour que toutes les femmes fassent la même chose, et en réalité, il s'est excusé en me disant mais je me trouve lamentable parce que je n'y avais jamais pensé en fait à ce truc-là. Et le problème il est là, c'est que on a aussi avec cette idée que soi-disant tous ces sujets-là doivent être tabous. Pourquoi on sait pas. La majorité justement des organisateurs sont des hommes. On va dire que c'est une génération. Je suis désolée de tomber dans la caricature, mais c'est quand même une réalité. T'as beaucoup d'organisateurs qui ont entre 50, 60 ans et tout, qui sont mariés et tout, qui savent très bien que les femmes ont leurs règles tous les mois parce qu'ils l'ont vécu au quotidien, mais qui vont pas forcément avoir pensé à ça. Et de dire nous aujourd'hui on a besoin de toilettes, c'est une réalité, d'un minimum d'intimité aussi dans ces moments-là. Moi j'en suis à un stade où j'en avais plus rien à faire, mais je sais très bien que c'est pas le cas de la majorité des femmes. Il y a un besoin d'hygiène, et ça c'est réellement quelque chose qui manque, alors que ça peut être résolu par pas grand-chose. Mettre un petit point d'eau, même si c'est un bidon, un savon, une bassine, ça permet à la nana de pouvoir au moins se laver les mains. Aujourd'hui, il y a une problématique qui est vraiment ressortie sur mes derniers sondages, parce que justement, quand j'ai préparé ma leçon, j'avais lancé pas mal de sondages un peu partout pour voir. Et le nombre de nanas qui m'ont dit je ne prends pas de dossard parce que j'ai une cup et que je peux pas me laver les mains. Va demander à un organisateur de course de 65 ans ce qu'est une cup. On parie que 1 sur 2 ne sait pas. Et pourtant, c'est un système qui est de plus en plus utilisé par les traileuses parce qu'il y a un côté nature, on ne met pas de serviettes et de tampons, donc très bien, mais qui nécessite de l'hygiène. Donc j'ai des organisateurs après mon intervention qui sont venus me voir en disant non mais attends, c'est bête, on nous l'a jamais dit. Évidemment, même dans les ravitaux, parce qu'on n'est pas idiote, on le sait très bien que quand tu organises un ravito en haut d'une montagne, que tu vas pas installer des toilettes en dur, on n'est pas complètement débile. Mais nous mettre une bassine, un bidon d'eau qui est monté et un savon, on va s'en sortir, tu vois, on est aussi capable de faire ça. Et c'est plein de petites choses comme ça qui sous-entendent, qui font passer le message auprès des femmes on vous a entendu, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on va essayer de vous offrir le maximum de confort possible. Donc voilà, on avait aussi évoqué peut-être le fait de justement mettre à disposition que sur les ravitaillements, dans tout le bazar qui est monté, qui est une boîte de tampons, une boîte de serviettes, ça pèse rien, ça peut dépanner,
et de savoir que c'est là parce qu'il se trouve que, et c'est pareil, c'est une problématique que beaucoup de femmes connaissent et qui sont moins connues par les hommes, que souvent l'effort, et surtout dans l'ultra, peut enclencher les règles, alors ce n'est pas la bonne date pour dire les choses. Donc tu peux te retrouver, tout d'un coup, t'es vraiment au milieu de la montagne, ça m'est arrivé plein de fois, tu te retrouves à Courmayeur et tu commences à pisser le sang. T'as pas forcément prévu, c'était bon, voilà. Et comment tu gères? De savoir que sur un ravitaillement, tu as quelqu'un. J'avais dit en rigolant, mais on lui met un pins, par exemple, à une des bénévoles, qui est la personne à qui tu peux aller demander et qui aura ce qu'il faut à dispo. Bon, ça servira peut-être jamais. C'est pas périssable, ce truc-là, donc c'est pas gênant. Tu le gardes pour la course d'après. C'est un budget qui doit représenter à peu près, tu vois, c'est 5 euros. Et c'est tout bête, mais ça permettrait de faire passer un message positif. Donc, il y a des petites choses comme ça qui, je trouve, sont des petites avancées que beaucoup d'organisateurs, en tous les cas, sont venus me voir après, m'ont dit, mais on va le mettre en place. Évidemment, on n'y avait pas pensé, parce qu'on nous l'a jamais demandé. Je suis beaucoup plus sceptique par rapport aux barrières horaires. Ça a été souvent des choses qui m'ont été évoquées. Alors, c'est un vrai débat à avoir, et pour l'instant, j'ai pas la réponse. Beaucoup de filles te disent, il faudrait des barrières horaires différentes pour les femmes. Bon, à un moment, moi je dis, on veut l'égalité, ça va, quoi. Mais l'argument qu'on m'a sorti et qui est loin d'être idiot aussi, c'est que après tout, sur marathon, tout le monde sait qu'aujourd'hui, une femme va arriver en moyenne 10 à 15 minutes après les hommes. On sait et je pense que on est à peu près tous d'accord pour dire que le jour où une femme courra le marathon, au même temps que l'homme, c'est pas possible. Aujourd'hui, des femmes qui gagnent devant les hommes, ça reste absolument exceptionnel, on le sait pertinemment. Même Courtenay avec tout, voilà. Le jour où Courtenay gagnera devant Kylian et François alignés en pleine forme sur une course, je pense qu'on va avoir un peu de temps avant de le voir. Donc, c'était de dire, par définition, une femme est un peu plus lente. Donc, elle devrait avoir des barrières horaires adaptées. Bon, le truc, c'est qu'à mettre en place, c'est pas possible. Enfin, je vois pas comment, c'est ingérable, en fait. D'abord parce que ça tout reposerait sur les pauvres bénévoles qui se taperaient, voilà. Donc, pas possible. Donc ça, je pense qu'il faut l'oublier. Alors, il y a peut-être une solution, c'est de les faire partir une demi-heure avant ou 3/4 d'heure avant. Une demi-heure avant. Ça, elles ont ce capital temps qui leur est imparti avant. Les hommes les rattrapent. Elles sont aussi mises en lumière pendant 4, 5, 6 heures de course parce qu'elles sont devant les hommes. Et à la fin, le chrono est un petit peu rééquilibré. On va dire prorata temporis par rapport à la course, que ce soit un 40 bornes, un 80 ou un 100. C'est peut-être une des solutions à envisager. Mais c'est ce qui s'est fait au marathon de New York. C'est comme ça que ça a commencé. Le marathon de New York a fait partir les femmes d'abord pour que l'arrivée soit commune à Central Park, en réalité, que les hommes et les femmes arrivent au même moment, parce qu'en réalité, il y avait une problématique. En gros, le top 3 des hommes arrivait et tous les journalistes se barraient en la salle presse pour envoyer les communiqués et tout, et il y avait plus personne pour les femmes. Enfin, plus personne, je mets ça entre guillemets, tu vois. Donc, ça existe, ouais, je sais pas. Après, je préférerais, parce que d'abord, je pense aussi aux bénévoles et tout ça, je pense que ce serait plus intelligent d'accepter le fait que il y a des courses où il y a des barrières horaires strictes. C'est comme ça. C'est valable pour les hommes, pour les femmes. Il y a des barrières horaires dures. Et puis il y a des courses où il y a des barrières horaires plus souples. Et tu sais que sur celle-là, homme comme femme, t'auras plus le temps. Je pense que c'est plus là-dessus qu'il faudrait aller si on veut essayer que tout ce petit monde-là. Moi, ça me choque pas, tu vois. Si c'est clairement énoncé, qu'on a une idée du niveau que ça demande, moi, j'y vais pas, et puis c'est tout, quoi. Il y a des courses sur lesquelles où je sais que j'ai pas ma place et je trouve ça plus intéressant. Mais oui, le truc de faire partir 30 minutes avant, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Faudrait voir, mais j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup là pour les hommes d'un coup.
Ça a existé en trail, hein, puisque moi je me souviens de l'avoir vu il y a plus de 10 ans sur une course en Espagne. Je crois que c'était les championnats du monde ou la finale des championnats du monde de skyrunning qui était partie avant et qui était justement qui permettait à ce que les femmes arrivent exactement dans le même chrono que le premier homme. Est-ce que toi ce rôle aujourd'hui peut-être plus d'ambassadrice de la discipline avec le recul, le regard, ton franc-parler que tu as et les tabous que t'hésites pas à lever, est-ce que tu aimerais incarner ce rôle d'ambassadrice pour être un peu la porte-parole des femmes auprès des organisateurs, des instances, que ce soit l'ITRA, la FFA, des grandes courses ou des grands circuits? Ça te plairait, ça? Ce que j'aimerais bien, oui, parce que il y a Sheruns, donc l'association qui a été lancée, pareil, mais du côté anglo-saxon encore. Elles sont toujours en avance sur nous. Et qui pour l'instant n'est pas assez connue en France. Donc je pense que ça pourrait être aussi une piste intéressante d'avoir entre guillemets une représentante de Sheruns en France française. Le problème aussi, c'est que souvent dans les grandes instances comme ça, après tu me diras j'aurais pu candidater, hein, mais je l'ai pas fait. Souvent on en revient au même, c'était des coureuses élites qui nous représentaient. Donc ce qui est très bien, il en faut et c'est top, mais bon, elles représentent pas forcément la masse aussi. Elles sont pas. Moi, je dis souvent, enfin, elles n'ont pas idée de ce qui se passe à l'arrière du peloton, ce qui est normal. Elles sont devant, c'est comme ça. Et elles n'ont pas forcément l'idée et ne réalisent pas forcément tous les blocages psychologiques qu'il y a dans le peloton. Alors que très souvent, une coureuse élite, qu'on le veuille ou non, a bénéficié aussi d'un entourage de gens qui ou d'un père ou d'un mari qui est là, qui est présent, qui encourage. Quand on regarde bien, regarde un peu qui on a. Tu vois, Courtenay, son mari est présent. Il y a beaucoup de nanas, d'athlètes que moi j'ai interviewées. C'était leur père et leur entraîneur et tout. Elles sont encouragées et tout. Elles n'ont pas forcément vécu ces blocages. Et alors qu'on les a dans le peloton. Donc ça pourrait être pas mal aussi qu'il y ait dans ces organismes, enfin ces organisations-là et tout, des représentants du petit peuple. Non, mais tu vois ce que je veux dire, de la masse, quoi. Des gens comme moi, quoi, qui savent ce que c'est que de finir avant-dernière, justement, d'une course, quoi. Qui savent aussi, voilà, ce que c'est d'être plus au milieu de la masse. Et ça, je trouve que ça peut manquer un peu. Un nouvel appel est lancé. Ouais, Bravo, tu vas avoir plein de boulot, tu vas avoir plein de propositions. On va arriver au bout, Cécile, de ce podcast. Si tu devais refaire le fil de ta vie, là, depuis que tu t'es mis à courir il y a 15 ans, est-ce que tu changerais des choses ou est-ce que tu reproduirais le même? Ah non, je changerais un truc. De façon purement sur le sport, il y a un truc que je changerais, c'est que je suis montée beaucoup trop vite sur les longues distances. J'ai pas consolidé les bases. Et ça, c'est un regret parce que il y a, je pense, des courses et tout que je n'aurais pas forcément, que j'ai pas pu faire aujourd'hui et que je pourrais difficilement parce que j'ai pas su prendre le temps. Si tu veux vraiment, au début, comme j'avais aucune notion, je suis partie dans tous les sens. J'étais curieuse, je cherchais mes limites. Et que j'ai trouvé d'ailleurs, hein, parce que je me suis pris des bonnes claques dans la gueule pour dire les choses. Mais j'ai trouvé mes limites, mais je regrette aujourd'hui de pas avoir pris le temps. Ouais, non, très honnêtement, s'il y avait un truc, je ne ferais pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire monter sur marathon tout de suite et puis enchaîner très vite sur les longues distances. J'aurais certainement pris plus le temps de bien maîtriser mes bases et après de monter en distance. Ouais, ça c'est mon seul entre guillemets regret. Sinon tout le reste, non mais j'ai eu une vie de dingue. Comment après c'est ça quoi. D'un autre côté, ça m'a permis de faire des choses à une époque où presque aujourd'hui serait trop compliqué pour moi, tu vois. J'ai trouvé des sponsors à une époque où je pouvais encore en trouver. Aujourd'hui, je les trouverais pas. Et ces sponsors-là m'ont permis d'aller réaliser des trucs de dingue. La transition est presque toute trouvée. Tu conseilles aux dames d'aller doucement, par palier, step by step. Si tu avais un autre conseil à donner à une femme ou aux femmes qui voudraient allier à la fois une vie professionnelle riche, une vie de famille et une pratique sportive épanouissante, qui écouteraient ce podcast et qui se diraient « Ah ouais, là, du coup, j'ai envie de m'y mettre »,
c'est quoi le conseil pour dire allez-y? Déjà, c'est oublier le syndrome de la bonne élève 2 minutes et vous dire que si vous ratez 1 ou 2 séances dans votre plan d'entraînement que vous suivez scrupuleusement parce que le petit dernier a un rhume ou parce qu'il y a une réunion parents-prof, il n'y a pas mort d'homme, c'est bon, temps mort, on est voilà, enfin je veux bien quand on vise le podium, mais justement quand on vise la masse, on le sait tous les deux, il y a un moment il faut savoir raison garder. Il y a vraiment beaucoup de nanas qui te disent je peux pas prendre un dossard parce que ça va entraîner et engendrer une masse de travail et d'engagement que je ne suis pas prête et que je n'ai pas le temps de mettre en place, quoi. Et puis après il y a voilà, enfin ça fait partie des choses où je dis toujours calmez-vous, enfin vous inquiétez pas, paniquez pas, c'est bon, hein. Tout le monde rate 1 ou 2 séances, c'est pas grave, quoi. Il faut pas non plus toutes les rater, hein, parce que là il y a un moment faut être raisonnable, mais tu vois, moi je sais que si on me l'avait dit de façon plus claire au départ, je me serais un peu moins stressée aussi, quoi. C'est vraiment ça le syndrome de la bonne élève, je trouve, qui résume le plus la situation chez les femmes, quoi. Elles n'osent pas y aller si elles sont pas sûres d'y être à 100%. Et puis qu'il faut faire valoir ses droits aussi à aller s'entraîner, que vos enfants vont pas vous oublier parce que vous allez courir 45 minutes. Ils se rappelleront que vous existez quand vous rentrez. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Ils se rappelleront de votre visage. Qu'il faut mettre un peu tout le monde à contribution aussi. Enfin, je pense il faut faire valoir la sororité, s'organiser entre copines, parce que bon, il y a la problématique aussi des familles monoparentales. Bref, il y a pas mal de choses à mettre en place. Je vais pas sortir l'argument de quand on veut, on peut, parce que je déteste cette phrase. Mais quand on veut, on peut beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc garder cet esprit un peu loisir, sans pression, vraiment sans pression. Exactement. Enfin, il y a un moment, ça ne doit apporter, je dis toujours, mais ça ne doit apporter que du positif, la course à pied quand même. C'est un truc en plus, c'est le plus important des trucs secondaires là, comme on dit et tout. Mais c'est vrai, quoi. Sauf si tu veux en faire ton métier. Mais enfin, c'est quand même pas notre cas, donc ça ne doit apporter que du plus. Si à partir du moment où ça t'apporte du moins, ça t'apporte énormément de stress, oui, il y a un problème. Mais voilà, il faut choisir les bons objectifs, les courses où tu seras bien, qui te plairont et où tu seras bien accueilli et enjoy. Et alors, pas te mettre la pression, mais juste pour terminer, la dernière question que je voulais te poser, Cécile Bertin dans 10 ans, elle se voit où? Elle s'imagine comment? Depuis le temps que je dis, à faire des confitures avec tous mes petits-enfants. Très honnêtement, là, j'en suis tout à fait consciente. Non, j'ai vraiment envie de partir sur des grands chemins de rando. Donc ça, c'est plutôt, ça fait partie des choses qui me titillent. J'attendais de pouvoir m'absenter longtemps de la maison parce que voilà, donc il fallait que le petit dernier soit ait coupé le cordon. Et vraiment, c'est quelque chose qui me fait très, très, très envie. Donc, les dossards et tout, j'ai un sentiment que, qu'on le veuille ou non, j'en ai un peu fait le tour parce que j'ai réalisé tous mes rêves. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance aussi de pouvoir dire ça aujourd'hui. Mais aller faire les grands chemins de rando aux US, je rentre du Japon, je sais qu'il y en a, Sylvain Bazin m'avait fait rêver avec un chemin de randonnée au Japon. Enfin, tu vois, des choses comme ça. De pouvoir partir en itinérance parce que ça c'est quelque chose que m'ont appris les courses aussi. J'ai gagné en confiance en moi à avoir fait cette phase de transition avec des courses organisées, avec un staff médical, du balisage et tout. Ça c'est vraiment quelque chose qui me fait très 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 envie. Donc dans 10 ans, j'espère que je serai une influenceuse randonneuse. Ce serait super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Cécile, pour ce podcast. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. J'espère qu'il y a des marques qui vont t'entendre, il y a des organismes qui vont t'entendre, des organisateurs et surtout des femmes qui vont t'entendre. Oui, qui vont avoir envie de courir, qui vont avoir aussi envie de venir te rencontrer.
Mesdames, n'hésitez surtout pas. Cécile, vous avez vu, vous lui donnez un micro. Ah oui. Elle peut parler des heures et des heures. En tout cas, elle est très accessible. Il n'y a aucun sujet tabou avec Cécile. Et on peut même blaguer. Il n'y a aucun souci. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous sur les prochains événements. On se retrouvera sans doute du côté de Chamonix. Vous pouvez la croiser dans les rues de Chamonix. Il n'y a pas de souci. Merci. À bientôt, Cécile. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.